Grosse révélation choque les amis. Rox Dikzebek serait en fait le père géniteur de Marshal Diti Barbenois, l'un des 4 empereurs. Franchement, qui l'aurait cru? Je veux dire, peut-être qu'on avait fait le lien entre Rox Dikzebek et Barbenois, mais à aucun moment on avait pensé que Barbenois était le fils de Rox Dikzebek. Parce que déjà, les deux personnages n'ont pas le même nom de famille. L'un s'appelle Rox Di, l'autre s'appelle Marshal Di. Bon, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Je vais essayer de donner une explication logique à cette différence de nom de famille. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse et la review du chapitre 1154 qui se nomme Incapable de mourir. Un chapitre faisant donc directement référence au tourment de Loki qui l'ont poussé cette fois-ci de plein gré à se jeter du monde du soleil au monde des ténèbres d'Erbaf dans le but de se tuer. Les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors, la page de couverture de ce chapitre continue avec la mini-histoire sur le personnage de Yamato. On y découvre une Yamato accompagnée de son groupe, c'est-à-dire Ulti, Peijuan, Okiku et une autre femme, je ne sais pas qui c'est exactement, mais bref. Ils vont rendre visite à un soi-disant héros originaire de West Blue qui aurait grandi à Ringo. Alors, pourquoi est-ce que je m'attarde sur ça? Eh bien, c'est à cause de ce soi-disant héros originaire de West Blue qui aurait grandi à Ringo. Parce que, à mon avis, je me demande s'il ne s'agirait pas là de Anafinda, étant donné qu'on voit Ulti courir en premier vers cette pierre tombale. Bon, je me demande si ce n'est pas de Anafinda dont il s'agit dans ce chapitre, étant donné qu'on sait que Anafinda, c'est le père de Ulti et Peijuan. Cela étant dit, on va entrer dans le vif du sujet de ce chapitre. Alors, le chapitre en soi, il n'est pas exceptionnel, hein. Je vais pas vous mentir. Ce chapitre, je pense que ce qui relève vraiment son niveau, c'est la fin. Étant donné qu'à la fin de ce chapitre, on a la révélation de Rox Dikzebek, un personnage légendaire de l'univers de One Piece que tout le monde attendait. Ce soi-disant personnage dont il aurait fallu de l'alliance entre Roger et Garp pour l'arrêter. Bon, sa révélation, forcément, ça aurait été un choc, peu importe le contexte et peu importe le chapitre. Mais en vrai de vrai, si ce n'était pas la révélation de Rox Dikzebek, ce chapitre en lui-même, il ne valait pas grand-chose. Pour moi, c'était un 6 sur 10. Mais avec la révélation de Rox Dikzebek, je lui donne la note de 7 sur 10. C'est donc pourquoi, dans cette analyse et review, on va se contenter de mentionner les points importants de ce chapitre avant d'arriver sur le gros de ce chapitre qui concerne Rox Dikzebek. Déjà, le premier point important, c'est la mention de Big Mom dans ce chapitre, étant donné qu'on apprend qu'il y a 63 ans, Big Mom a tué Yorla la Barbe en cascade. Et après le décès de Yorla la Barbe en cascade, il s'en est suivi une série d'événements terribles sur Erbaf. Toute cette série d'événements dramatiques arrivés sur Erbaf a été donc mise sur le dos de Loki, étant donné que sa mère l'avait déclaré comme enfant maudit dès la naissance. On comprend donc pourquoi tout Erbaf a pris Loki pour l'enfant maudit. Pourquoi on l'a appelé le prince maudit? Vu que directement après sa naissance, sa mère l'a déjà balancé du royaume du soleil au royaume des ténèbres d'Erbaf et elle a déclaré comme étant l'enfant maudit. Donc déjà, si la mère elle-même considère que son fils c'est le prince maudit, alors combien de fois tout Erbaf? Maintenant, j'aimerais m'arrêter sur cette expression de prince maudit. Plutôt sur le fait qu'après la naissance de Loki, s'en est suivi une série d'événements dramatiques sur Erbaf. Maintenant que j'y pense, je me demande réellement si la naissance de Loki ne serait pas réellement à l'origine de ces événements dramatiques qui arrivent sur Erbaf après sa naissance. Attendez, Loki, franchement, il n'a rien fait pour qu'on le suspecte. Ça, on est complètement d'accord. Mais peut-être que le fait que Loki soit né de façon spéciale avec des yeux de serpent et tout, ça peut laisser croire que bon, peut-être si on part du principe que Loki est une âme antique, on pourrait se dire qu'après la naissance d'une telle âme, peut-être que pour que le monde, ou en tout cas pour que le royaume de Erbaf s'adapte à la naissance, ou en tout cas se prépare à accueillir une telle âme antique, peut-être qu'une série d'événements dramatiques, on va peut-être dire que c'était des sacrifices pour la naissance de Loki. Peut-être que c'est indirect parce que, à mon avis, Estrid, la mère de Loki, on sait qu'elle était très spirituelle. Et le fait qu'elle soit très spirituelle, peut-être qu'elle avait la capacité de ressentir ce genre de choses-là. Parce qu'on va pas se mentir, comme ça a été dit dans ce chapitre, ça peut être une coïncidence. Là, il n'y a pas de problème. Mais on peut aussi penser que, étant donné que nous sommes dans un manga de type shonen, où il se passe presque tout le temps des événements surnaturels, on peut se dire que peut-être que la nature a commencé à s'ébranler en prévision de l'arrivée d'une future âme antique dans le monde. Parce que si on se souvient bien, la naissance de Shirahoshi, elle aussi, elle a été accompagnée d'une série d'événements assez mouvementés, étant donné que les rois des mers étaient assez agités avant la naissance de Shirahoshi. Peut-être que c'est pareil pour Loki, peut-être qu'avant la naissance de Loki, la nature a un peu senti que Loki était en train d'arriver au monde. Du coup, la nature a commencé à se déchaîner avec l'avènement des tempêtes, des incendies, les poissons qui prennent la fuite ou encore les guerres civiles sur Erbaf. Franchement, les mecs,
on va pas se mentir, Loki n'est pas n'importe qui. Parce qu'au vu de sa naissance, au vu de ses yeux et au vu du fait qu'il s'est même jeté à 2 reprises quand même du royaume du soleil au royaume des ténèbres des baffes et qu'il n'en est pas mort, bah ça prouve clairement que Loki est spécial. Qu'on le veuille ou non, Loki il est spécial. On ne subit pas de tels événements sans en subir des conséquences derrière. Bah Loki lui il n'a reçu aucun dégât, il n'a subi aucune conséquence. Bah il est toujours là bien portant, en tout cas physiquement, même si mentalement c'est pas trop ça, étant donné que comme je l'ai dit un peu plus tôt, le mec a voulu se tuer. Directement parlons un peu de ça. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte étant donné que voilà, c'est plus ou moins un schéma répétitif dans l'univers de One Piece. Les princes généralement souffrent énormément. Bah c'est clairement le cas pour Loki. Loki, il a une vie vraiment de merde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. À ta naissance, ta mère te rejette au point de vouloir te tuer. C'est-à-dire, elle l'exprime de façon, on va dire, vocale. Elle veut te tuer. Elle demande même aux guerriers de te tuer. Et en plus de ça, le mec, il est rejeté. Il est qualifié ou en tout cas il est décrit comme étant l'enfant maudit d'Erbaf, que c'est lui qui apporte toutes ces catastrophes qui arrivent sur Erbaf. Le mec il est littéralement rejeté par son propre peuple. Ça me rappelle un peu Naruto. Naruto il est dans son village, bon je vais pas spoiler mais bref, son histoire rappelle un peu celle de Naruto. Le mec il est complètement rejeté alors qu'il n'a rien fait. C'est juste un enfant en manque d'amour et on peut sentir le vide qui emplit son cœur. C'est pourquoi il se jette du royaume du soleil au royaume des ténèbres, parce qu'il veut trouver la mort. Et là, il prouve encore que Kaido, c'était juste un blagueur. Parce que là, à même pas 20 ans, tu as un Loki qui se jette une deuxième fois du royaume du soleil au royaume des ténèbres et il ne meurt pas. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais parler de Big Mom, étant donné que dans le chapitre précédent, dans l'analyse et revue chapitre précédent, bon, j'avais émis des doutes sur la potentielle race de Big Mom et Barbe Blanche. Je disais que, bon, peut-être que ces deux personnages-là étaient des géants, mais bon, étant donné qu'ils étaient nés sur d'autres îles, bon, on avait considéré qu'ils étaient des humains. Bon, dans ce chapitre, on a la confirmation que Big Mom est humaine. Bref, pour en revenir sur le personnage de Loki, on peut se rendre compte qu'il a vraiment, mais vraiment souffert, surtout en comparaison avec Ajurjin, qui, lui, il était entouré et aimé que ce soit de par sa mère, de par son père aussi, et de par ses amis. Même si, encore une fois, Harald aimait beaucoup Loki, mais Harald n'était pas là, vu que Harald était plus cantonné à résoudre les problèmes de Erbaf, étant donné que Erbaf subissait la famine et tout ça. Bon, Harald a fait venir des navires humains et qui est rempli de nourriture pour essayer d'aider Erbaf. Et en plus de ça, voilà, il ne faisait que se balader un peu de partout dans le monde, même s'il aimait Loki, mais il n'était pas assez présent. Du coup, Loki se sentait super seul. Et c'est d'ailleurs pourquoi il s'est jeté encore une fois du royaume du soleil au royaume des ténèbres d'Erbaf, cette fois-ci dans le but de mourir. Maintenant, on peut parler de la conversation entre Jarl la barbe en cime et Harald, étant donné que ils font référence à la Galère la compagnie, mais cette Galère la compagnie n'est pas celle qu'on a connue avec Iceberg, Frankie et tout ce qu'on a connu sur Water 7, mais c'est plutôt une autre Galère la compagnie qui était constituée de géants et même de géants antiques. Alors, on peut se poser la question, si cette Galère la compagnie était constituée de tels géants, et étant donné qu'on sait que l'âme antique Pluton était étroitement liée à la Galère la compagnie de Tom, de Iceberg et de Frankie, on peut se poser la question, est-ce que cette première Galère la compagnie constituée de géants ne sont pas responsables de la construction de l'âme antique Pluton il y a quelques années? Surtout qu'on sait que Harald considère que l'ennemi qui aurait certainement mis fin à cette Galère la compagnie, c'est une légende pour Harald. Si c'est une légende pour Harald, ça veut dire que il n'existait pas pendant le temps de Harald. On sait que les géants sont assez âgés. Ça voudrait donc dire que il existait depuis, peut-être depuis 800 ans. Bon, on ne sait pas, étant donné que Jarl en parle et Jarl, lui, il est assez âgé. Bon, potentiellement, Jarl les a connus, mais il est aussi possible que Jarl ne les a pas connus. Peut-être que c'était il y a 800 ans, mais en vrai de vrai, on n'en sait rien. Et Jarl nous apprend que ces géants auraient été congelés sur Penkazal. Et quel serait cet ennemi qui aurait la capacité et le pouvoir de geler des géants antiques? Pour moi, c'est Im-Sama. À mon avis, Im-Sama, elle possède le pouvoir de tous les fruits du démon. Et c'est grâce à ce pouvoir de tous les fruits du démon, étant donné que j'avais déjà dit que, à mon avis, l'énergie qui a servi à créer les pouvoirs de Im-Sama, c'est la même énergie qui aurait servi à créer l'arbre aux fruits du démon. Du coup, à mon avis, Im-Sama aussi est capable d'utiliser le pouvoir de tous les fruits du démon et elle aurait potentiellement congelé ces géants antiques, surtout quand on sait que on nous dit que ça a été englouti dans l'océan au même titre que le siècle oublié. Donc, potentiellement, il s'agissait là de Im-Sama. Maintenant, revenons sur le personnage de Loki, étant donné que lorsqu'il s'est jeté pour la deuxième fois de sa vie du royaume du soleil au royaume des ténèbres, lorsqu'il a atterri, il est tombé sur un certain pirate.
Et le pirate en question serait le légendaire Roxedic Zebek. Cette légende dont il aurait fallu de l'alliance entre le futur roi des pirates Goldie Roger et le héros de la marine Monkey D. Garp pour l'arrêter. Bon, déjà d'emblée, il y a énormément de grosses informations sur le personnage de Roxedic Zebek. Et ça, c'est ce qu'on appelle un personnage choc. Ça, c'est ce qu'on appelle une légende, étant donné que dès le moment où il est présenté, bah, il n'y a que des dingueries qui sont dites sur ce personnage. Étant donné que lorsqu'on nous le présente, on apprend que lors d'une rêverie, il aurait tué un amiral et ce qui aurait sauvé le roi Harald, ce qui aurait permis au roi Harald de fuir et de ne pas se faire capturer, esclavagiser par le gouvernement mondial. Vraiment, c'est une dinguerie, les mecs. Je ne sais pas si on s'en rend compte de la chose, mais dites-vous quand même que Barbe Noire actuelle, lui, il fuit lorsqu'il voit Akainu venir, et Akainu, c'est un amiral. Et on apprend que bah, son père, vu que dans ce chapitre, on apprend aussi que Zebek sera le père biologique de Barbe Noire. Et on apprend que Zebek, le mec, aurait tué un mec qui a fait fuir Barbe Noire, un amiral de la marine. Mais c'est une dinguerie, les mecs. C'est une sauvagerie de fou. Là, on apprend que le mec, il était déjà au-dessus du niveau amiral. Et là, lorsqu'il débat sur Airbaf, c'est-à-dire il y a 48 ans, bah, on apprend qu'il est aux côtés de Barbe Blanche, Shiki, et je pense que c'est Glorieux, ça avait eux. Et là, on peut remarquer que Barbe Blanche, il était super jeune. Au moment où Barbe Blanche débarque sur Airbaf, aux côtés de Zebek, Shiki et Glorieux, ça, bah, Barbe Blanche a 24 ans. Mais au moment où Zebek tuait un amiral, Barbe Blanche avait juste 16 ans. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est jeune. C'est-à-dire, lorsque Barbe Blanche avait 16 ans, Zebek avait déjà le niveau Yonko, un niveau suffisant pour dire qu'il était capable de tuer un amiral. Peut-être même au-dessus du niveau Yonko, parce que, à mon avis, bah, tuer un amiral, bah, c'est une façon de nous dire qu'il était tellement au-dessus des amiraux, le Rox. Maintenant, les gars, croyez-moi sur parole, Zebek et Roger n'étaient pas au même niveau. C'était l'ère de Rox. Pendant que Roger était là, c'était l'ère de Rox. Même si à mon avis au chapitre prochain, on aura un combat en off-screen entre Garp et Roger. Parce que pour moi, c'était eux les légendes qui suivaient directement Roxedic Zebek. Parce que Roxedic Zebek, franchement, les mecs, et on nous dit qu'il avait déjà une prime très très élevée à l'époque. Mais le mec, dites-vous quand même que le gars a tué un amiral, il avait une certaine prime. Et malgré le fait qu'il avait une certaine prime, bah, le gouvernement mondial, à sa mort, a décidé de l'effacer. Ça prouve à quel point il représentait un danger pour le gouvernement mondial. Maintenant, on apprend qu'il était le père de Barbe Noire. Pourtant, les deux personnages n'ont absolument pas le même nom de famille. Rox, c'est Roxedic Zebek. Bah, Barbe Noire, bah, c'est Marshall D. Teach. Donc, un Marshall et un Rox. À mon avis, déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce que Rox faisait à une rêverie? À mon avis, bah, Rox, il était plutôt le compagnon, c'est-à-dire il sortait avec une reine. Et c'est à cause de ça que bah, Barbe Noire n'a pas le nom Rox, mais il a plutôt le nom Marshall. Car la mère de Barbe Noire a préféré lui donner le nom Marshall. Parce que si elle lui donnait le nom de Rox, bah, le gouvernement mondial aurait certainement traqué Barbe Noire pour essayer de le tuer. C'est pourquoi, à mon avis, Barbe Noire ne se nomme pas Rox D. Teach, mais plutôt Marshall D. Teach, étant donné que Marshall, bah, c'était le nom de sa mère. Du coup, les amis, on a donc la révélation de Roxedic Zebek. Et il est possible qu'au chapitre prochain, bah, Big Mom retourne sur Airbaf et c'est comme ça qu'elle va intégrer l'équipage des Rox. Et là, l'équipage des Rox, c'est vraiment un équipage de légende de fou. Mais je vous le rappelle encore, à mon avis, Rox et Roger n'étaient absolument pas au même niveau. Vu que déjà, bah, Roxedic Zebek avait le niveau pour tuer un amiral pendant que Barbe Blanche avait juste 16 ans. C'est une dinguerie de fou, mais c'est une grosse dinguerie. Et les pro-amiraux, je pense que là, franchement, vous êtes en PLS total, les gars. Maintenant, je me pose une question. Après avoir passé 20 ans comme étant le capitaine de Barbe Noire et après avoir passé plus de 20 ans sous les ordres de Rox, Barbe Blanche ne s'est pas dit que bah, Barbe Noire ressemblait à son ancien capitaine Roxedic Zebek. Je ne sais pas, c'est super bizarre qu'il n'ait jamais atteint ou en tout cas qui n'est jamais arrivé à cette conclusion. Une dernière chose, au moment où Roxedic Zebek débarque sur Airbaf, il se demande où est-ce qu'elle est enterrée. Alors de quoi il parlait? À mon sens, il parlait d'une âme antique et c'est pour ça que moi je vous ai dit un peu plus tôt que à mon avis, Loki est une âme antique et l'âme antique dont il cherche bah, se trouve juste devant leurs yeux. Bref les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage. Et puis, nous on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.